Dans cet épisode de Carnet de route, nous explorerons en profondeur la toute dernière nouvelle zone de Chine, qui regroupe 3 districts. Nous découvrirons les arts et l'artisanat de Xiongxian, les spectacles de Zhongshan et le paradis des lotus d'Anqing. Rejoignez-nous dans la nouvelle zone de Xiong'an. Bien le bonjour de la nouvelle zone de Xiong'an établie en 2017 et dont on suppose qu'elle sera un jour en compétition avec la zone économique spéciale de Shenzhen et Pudong à Shanghai. Dans cet épisode, nous aurons donc plein de choses à explorer, des tunnels souterrains en passant par la danse du lion du Nord, puis un des lacs d'eau douce les plus vastes de Chine. Nous allons donc nous empresser de visiter cet endroit avant qu'il ne devienne un des endroits stratégiques du monde. Je viens juste d'arriver à la gare de Baigo qui se trouve dans un des 3 districts qui composent la nouvelle zone de Xiong'an. C'est là que notre aventure commence. Je m'appelle Joey, bienvenue dans Carnet de route. Le district de Xiongxian est celui qui a la plus forte population. Il est situé dans la partie sud de Xiong'an, dans la province du Hebei, à environ 100 km de la capitale chinoise. Quand vous vous représentez le triangle que forment les 3 villes de Beijing, Tianjin et Shijiazhuang, le chef-lieu du Hebei, Xiong'an se trouve au milieu des 3, ce qui paraît logique puisque sa fonction est de servir de nouveau moteur de développement dans cette conurbation. Il existe en effet de grands projets de modernisation innovantes pour cet endroit, mais qui coexistent avec des choses plus anciennes. Sous toute cette zone urbaine existe un réseau de tunnels qui a plus de 1000 ans. C'est cool, j'ai l'impression d'être sous Poudlard. Les chercheurs pensent que les tunnels de Songlia ont été secrètement creusés par l'armée de la dynastie Song pour repousser les envahisseurs Liao. Autrement connu sous le nom de Grande Muraille souterraine, ce réseau de tunnels très sophistiqués permettait aux troupes de se déplacer de façon stratégique. La partie que Joe est en train d'escalader fait environ 4 mètres de haut et comme c'est souterrain, il fait une température constante d'environ 13 degrés Celsius toute l'année. Il s'agit là d'un chef-d'œuvre qui a dû être extrêmement difficile à construire. Voilà, je viens de faire mon sport de la semaine, je crois. Quand je pense qu'il y a 1000 ans, les soldats montaient et descendaient ces tunnels en portant de lourdes munitions et du matériel. Pourtant, aujourd'hui, seulement 220 mètres de ce tunnel sont ouverts au public, qui s'étend en réalité sur 65 km. Non, merci. Les briques à cet endroit sont anciennes, mais au-dessus, elles sont récentes. Certaines sont grises et d'autres sont rouges. Elles ne sont pas toutes pareilles. Il a fallu 16 ans au général Yang Yanzhao pour faire construire ce complexe réseau de tunnels. C'était un projet qui était vraiment à très grande échelle. Et à quoi servait ce hall? Eh bien, c'était pour les réunions officielles. En temps de guerre, quand la situation militaire évoluait, des rassemblements se tenaient ici pour savoir comment contre-attaquer. Laissez-moi vous montrer cette pièce d'époque. Je veux dire par là qu'il n'y a jamais eu aucun travaux de rénovation qui ont été entrepris. Ça ressemblait à ça il y a 1000 ans. Toutes ces briques datent de la dynastie Song. Regardez. Vous savez ce qu'il y a entre ces briques? Non, je ne sais pas. Une sorte de plante peut-être? Ce sont des pailles de blé. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, les ouvriers utilisaient de l'argile et du riz glutineux mélangés à de la paille pour faire tenir les briques entre elles. Le ciment, ça n'existait pas. Donc ces briques sont très résistantes et l'espace entre elles est minuscule. Dans la partie rénovée, les espaces sont plus larges. La technologie à l'époque était déjà très avancée. Ici, c'est une salle pour piéger l'ennemi et qui se trouve à l'entrée des tunnels. Vous voyez ces piliers? En feng shui, on appelle ça un pilier 5 éléments. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 5 côtés, mais les visiteurs en général ne le voient pas. Ils disent qu'il n'y a que 4 côtés et pas 5.
Vous pouvez regarder par vous-même si vous voulez. Je vais n'en trouver que 3. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant qu'on sait que Joey arrive à compter jusqu'à 5, elle peut remonter à la surface de la Terre où il fait 30 degrés de plus, mais au moins, elle peut mieux se repérer. En fait, dans le rebais semi-rural, les espaces sont vastes et ouverts, donc parfait pour se balader au hasard des allées et tomber sur des groupes de personnes qui se retrouvent. C'est quelque chose que Joey n'avait jamais vu. Même en habitant à Beijing, cette ville est décidément pleine de surprises. Il y a très longtemps, cette zone était régulièrement un terrain de combat. Alors pour se protéger eux et leurs familles, les habitants apprenaient les arts martiaux. Et aujourd'hui encore, le kung-fu fait partie intégrante de la vie des gens, qui saisissent chaque occasion pour le pratiquer. Mais il y a d'autres explications au fait que le kung-fu est très présent ici. C'est lié à un oiseau de proie et au nom de famille Chen. La griffe de l'aigle est une sorte d'art martial chinois qui vient du kung-fu Shaolin. Aujourd'hui, il est pratiqué partout dans le monde, mais les pratiquants les plus célèbres viennent de Xiongxian. Et en fait, le seul héritier reconnu officiellement est un homme qui répond au nom de Monsieur Chen, que je vais rencontrer dans quelques instants. Joey a repéré sa salle d'entraînement juste à côté de sa maison. C'est une salle très humble pour quelqu'un qui a un tel titre honorifique, le seul héritier d'un héritage culturel national immatériel, ce qui rend la chose encore plus intrigante. Ici, c'est un honneur d'être un de ses disciples. Les griffes de l'aigle, comme vous pouvez le déduire par le nom, impliquent des prises avec les mains en forme de griffes. Les mouvements mettent l'accent sur la préhension, le blocage des articulations et les frappes sur des points vitaux. Mais bien sûr, vous devez maîtriser les formes de base d'abord. Bonjour, vous êtes Monsieur Chen? Oui, Bonjour, on est venu vous rendre visite, merci. il s'entraîne pour le moment. D'accord. Bien sûr, ce n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Plus fort. J'ai fait un peu de kung-fu quand j'étais plus jeune. C'était il y a à peine quelques années, mais visiblement, il n'en reste pas grand-chose. Est-ce qu'il y a un mouvement typique des griffes de l'aigle? Oui. D'abord, vous devez frapper. Vous bloquez. Et ensuite, comme l'aigle, vous attrapez. Attrapez. Dans l'enseignement des griffes de l'aigle, les poings sont comme des météores, les yeux comme l'éclair, le corps comme celui d'un serpent et le jeu de pied rapide. Frappez d'abord avec les poings, puis retournez les coups en refermant vos griffes. Comme c'est le cas pour beaucoup de formes de kung-fu, l'histoire d'après laquelle la technique des griffes de l'aigle est née relève du folklore. Mais ce que l'on sait, c'est que ce sont 3 maîtres qui ont ouvert la plupart des écoles des griffes de l'aigle. L'un d'eux était Chen Zizheng. Il a développé une technique si extraordinaire que sa renommée dépassait largement le district de Xiongxian. Et la légende vit toujours ici. Chen Zizheng, le roi des griffes de l'aigle, c'était mon arrière-grand-père paternel. Il a été très influent dans la popularisation de cette forme d'art martial dont il a créé le style. Un sacré héritage, n'est-ce pas? Et ce patrimoine familial a d'ailleurs été officiellement reconnu, comme l'atteste le nombre important de certificats et distinctions qui sont exposés. Mais cet héritage n'a pas vocation à être jalousement gardé. Cet ancien champion du monde des griffes de l'aigle s'assure que cet héritage sera transmis, que ce soit à un membre de la famille Chen ou à quelqu'un d'autre. Quant à lui, il pratiquera sa discipline aussi longtemps qu'il le pourra. Dans la prochaine étape, nous verrons une toute autre forme d'art qui, elle, est très manuelle. Il s'agit de la sculpture de bambou, Jinghuang, dont les techniques pratiquées par les artisans de la dernière cour impériale de Chine résistent à l'épreuve du temps. Ces techniques ont une forte valeur historique, sans parler du fait que les œuvres exquises sont un régal pour les yeux.
Et Joey va avoir la chance de rencontrer un héritier de cet héritage culturel immatériel, Monsieur Wang. Ils sont tous faits en bambou? Oui, cet artisanat s'appelle Zhu Huang. Et quelles sont les caractéristiques de cette forme de sculpture? Le style Ting Huang met en avant l'artisanat Zhu Huang qui est apparu à la cour impériale Qing. Ce style était particulièrement populaire sous le règne de l'empereur Tianlong. Sous la dynastie Qing? Oui, à la fin de la dynastie Qing, quand l'Alliance des 8 nations a envahi Beijing, les artisans ont dû fuir la capitale. Et ils se sont réfugiés dans l'Europe. Ils se sont établis dans le district de Xiongxian. Mon Dieu, je suis en train d'observer les motifs, c'est si minutieux. C'est fou de se dire que de la nourriture pour panda peut devenir une œuvre d'art. Combien ça coûte? Ça représente beaucoup de travail. Ça a pris 18 mois au total. 18 mois? Il est en train de me dire que c'est largement au-dessus de mes moyens. Et c'est le cas, car il s'agit là de luxe impérial. Et comme Joey n'est pas issue de noble ascendance, elle peut juste regarder ces objets d'art avec envie. Vous pourriez me montrer où c'est fabriqué? Oui, bien sûr. Ils ont transformé leur maison en un atelier. Ça sent la colle par ici. Ils sont en train de faire de la sculpture. C'est un pot, un pinceau. C'est très joli. Il y a des ouvertures. On ne peut être qu'admiratif devant tout le savoir-faire dont font preuve ces artisans. Ils consacrent leur existence entière à peaufiner leur technique pour atteindre la perfection. Alors que Joey ne tiendrait pas 3 minutes. Même si le bambou n'est pas de la pierre ou du fer, il faut tout de même de la force, de la concentration et être précis pour le sculpter. Monsieur Wang nous explique les étapes requises avant de sculpter le bambou. Il faut d'abord sélectionner un tronc de bambou géant adéquat, puis retirer la partie verte pour obtenir un beau tube jaune. Zhu Huang signifie littéralement le bambou jaune, qui est ensuite râpé en filaments d'1 millimètre d'épaisseur, bouilli, séché au soleil puis collé pour créer des objets en bois ou en bambou qui seront minutieusement sculptés. Cette technique de plaquage décorative, approuvée par l'empereur Tianlong lui-même, s'est répandue un peu partout en Chine. Cependant, aujourd'hui, il n'existe qu'un seul héritier reconnu de cette forme d'art dans la nouvelle zone de Xiong'an. Et c'est Monsieur Wang que nous avons l'honneur de rencontrer. À suivre, prêt pour du divertissement folklorique tapageur? Il y a intérêt, car c'est exactement ce que vous allez avoir. Donc ouvrez bien grand les oreilles et restez collés à votre écran. Un nouveau jour se lève dans la nouvelle zone de Xiong'an. Ne vous fiez pas à son nom ou à ses scènes matinales tranquilles. Il y a beau y avoir le mot nouveau accolé à zone, les habitudes de ses habitants le matin n'ont pas beaucoup changé. Les vieilles traditions perdurent ici et garantissent des matinées toutes sauf calmes. Eh bien, les gens se lèvent tôt ici à Xiongxian. Il est à peine 6 h du matin et il y a des gens qui jouent au badminton, des gens qui dansent ou jouent de la musique en groupe derrière moi. Mais cet endroit est particulier, car un peu partout en Chine, vous trouverez des gens qui jouent au badminton ou qui dansent dans la rue, sauf qu'ici, vous pouvez être sûr qu'ils vous réveilleront le matin.
Il existe la preuve que ces instruments folkloriques de l'ethnie Han sont apparus sous la dynastie Song, il y a environ 1000 ans. Mais c'est bien plus tard qu'ils sont devenus populaires, sous les dynasties Ming et Qing. Aujourd'hui, ces mélomanes se retrouvent régulièrement autour du lac pour jouer quelques airs. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, il n'y a pas que des personnes âgées qui se passionnent pour la musique folklorique. Ici, dans le district de Zhongshan, il y a beaucoup de jeunes qui veulent prendre la relève. Ce n'est pas le style musical préféré de Zhué, mais c'est très émouvant d'observer les aînés regarder les jeunes jouer. Ça m'a vraiment époustouflée. C'était un beau petit concert orchestral. Vous avez quel âge? 13, 14 ans. Ah oui, mais tu as l'air plus jeune. J'ai 10 ans. Toi aussi, tu as 10 ans? Ah, 11 ans. Ça a surtout l'air d'intéresser les filles, on dirait. Je ne vois que 2 garçons. Les garçons préfèrent jouer de cette flûte courte. C'est plus difficile, ça demande plus d'efforts physiques. Je transmets les techniques aux enfants. Ah, d'accord. Et vous espérez qu'ils l'enseigneront à leurs propres enfants? Super. Il faut qu'on perpétue ces traditions. Aujourd'hui encore, et à tous les âges, ces familles de fermiers se rassemblent souvent le soir pour entonner des chansons traditionnelles comme celle-ci, ici à Zhongshan. Zhué aimerait bien rester plus longtemps, mais quelque chose d'aussi tapageur se déroule dans un autre coin du district, et le son est facilement reconnaissable. Une troupe exceptionnellement grande pratiquant la danse du lion attire un large public pendant qu'ils répètent dans une cour d'école. Ce n'est pas une sinécure pour les tympans de Zhué, par contre c'est un vrai régal pour les yeux. Les danses du lion ont lieu au moment des festivités du Nouvel An ou à d'autres occasions pour mettre de l'ambiance et porter bonheur. Nous observons là un style typique du Nord car ces lions ont un poil plus hirsute et ressemblent davantage à des chiens pékinois qu'à des gros carnivores. Mais quelle que soit l'apparence des lions, le public est toujours au rendez-vous. Et peu importe s'il fait 40 degrés au soleil aujourd'hui, ce n'est pas nous qui transpirons sous les costumes. Vous savez, j'ai vu beaucoup de danses du lion pendant le Nouvel An chinois en Malaisie et même à Sydney. Mais je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est parce qu'on est plus habitué à voir des danses du lion du Sud, car c'est de cette région qu'est partie la diaspora chinoise. Donc ça, c'est le style du Nord. C'est moins symbolique et rituel, mais plus acrobatique, car des représentations étaient données à la cour impériale en guise de divertissement. Moi, j'aime les belles acrobaties et je suis sûre que vous aussi. Je préfère largement être présentatrice. À suivre dans Carnet de route. Un jour plutôt calme sur un lac d'eau douce qui est célèbre pour ses beaux paysages, des produits aquatiques et des magnifiques jardins de lotus. Ah, les grasses matinées sur un bateau. Bon, c'est peut-être pas pour tout le monde. Voici le lac Baiyang, surnommé en Chine la perle du Nord. C'est un site très populaire pour les citadins qui vivent à proximité, mais pour les habitants du district d'Anxin,
C'est un moyen de gagner leur vie et c'est leur maison. Vous ne trouvez pas que c'est beau ici? Et si calme, comme un jardin d'Éden sur l'eau. Voici le lac Baiyang, qui est le plus grand lac d'eau douce du nord de la Chine. En fait, la nouvelle zone Xiong'an a été établie dans 3 districts car elle offre des ressources importantes avec ses beaux paysages et son potentiel de développement écologique. Aujourd'hui, c'est déjà une destination touristique en tête de classement en Chine et vous pouvez voir pourquoi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est une agréable compagnie et une glacière pleine de bière fraîche pour être la plus heureuse du monde. Le lac Baiyang est un réseau de cours d'eau et d'étangs réputé depuis des siècles pour la qualité de sa pêche. Des familles du coin viennent pêcher au chalut tous les jours, sauf quand les conditions météo sont mauvaises. Mais cette zone devra subir des transformations et ses habitants ne savent pas encore de quoi seront faits les lendemains. En attendant, ils gardent leur routine. D'après le grand plan de la nouvelle zone de Xiong'an, ces villages paisibles au charme désuet que l'on trouve un peu partout dans le district d'Anxin seront reconstruits ici ou ailleurs. Joey en profite pour faire une petite balade dans ces allées avant l'exécution du plan. Le lac Baiyang n'est pas seulement un havre de paix loin des grandes villes. C'est aussi ici qu'un bon nombre de pêcheurs gagnent leur vie. Ils vivent dans des villages que vous pouvez visiter pour découvrir l'architecture et le mode de vie des habitants. Pour l'instant en tout cas. Une autre chose géniale au sujet du lac Baiyang, c'est que vous pouvez déguster les prises du jour. Mais aussi les œufs salés avec de jaune, une spécialité locale. Et c'est Joey qui va se faire plaisir avec, au menu, écrevisses, fondue de poisson et sans oublier les légumes. Wouh! Quelle vapeur! Regardez-moi ça! J'ai vraiment hâte de goûter à ces spécialités locales. Ça, c'est du poisson du lac, apparemment. Du lac Baiyang, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour les féculents, nous avons des galets de maïs et des bâtonnets de farine de blé qui sont pétris et ensuite cuits sur la paroi de cette marmite chaude. L'odeur est absolument irrésistible. Donc vous les collez sur la marmite et c'est prêt en combien de temps ensuite? En 10 minutes. Super. Regardez ça. Et ça sent divinement bon. J'ai vraiment envie d'aller en chercher, mais ça a l'air très chaud. Joey salive et n'en peut plus d'attendre, à la vue de ces morceaux de poisson tendres et juteux. C'est le moment de se servir de mes baguettes. Je vais prendre ce qui ressemble à des pâtes. Bon. Ça colle sur le côté. Voilà, c'est ça. Et, bien sûr, le plat de résistance, c'est le poisson. Regardez comme ça se sépare des arêtes. C'est chaud. C'est doux et fin. C'est vraiment délicieux. Et j'adore ce truc qui ressemble à une nouille. Après ce repas copieux, Joey va aller faire une bonne petite promenade pour digérer tout ça. Le lac Baiyang s'étend sur une surface plus grande que l'île de Malte. Difficile d'imaginer qu'il l'ait été asséché en 1982, mais après de fortes pluies et un travail de protection des marais, c'est devenu le paradis que l'on connaît aujourd'hui. Et vous pouvez venir le visiter à n'importe quel moment de l'année. En été, des hordes de touristes viennent s'émerveiller devant ces fleurs en éclosion qu'on appelle Nelumbo nucifera ou tout simplement lotus. Saviez-vous qu'un lotus pouvait vivre plus de 1000 ans? C'est vraiment une plante incroyable. Le lac de Baiyang est très réputé pour ses nombreux lotus. Nous vous en donnons un petit aperçu. On peut y contempler 366 espèces différentes, soit une par jour de l'année. Cette plante vivace a une profonde signification culturelle en Chine. Elle est sacrée pour les bouddhistes car elle représente la pureté du corps, de la parole et de la pensée.
Mais cette ravissante plante est également comestible. On peut manger sa fleur, ses graines, ses feuilles et ses racines, soit crues, bouillies, frites, sautées, en saumure ou séchées. C'est vraiment une plante incroyable. Le lac Baiyang accueille également 198 espèces d'oiseaux sauvages et quelques espèces domestiquées. La technique de la pêche au cormoran a tendance à disparaître, mais la peur que Joey a des oiseaux est bien présente. Ok, bon d'accord. Ne bats pas des ailes, d'accord, s'il te plaît? Donc j'ai un cormoran dans ma main et j'ai une absolue sainte horreur des oiseaux. Ce n'est pas un pigeon, donc rien de grave. Bon, mon Dieu. S'il te plaît, ne lâche pas de fiente. Ne vous inquiétez pas. Joey a survécu et remonte sur le bateau pour une dernière embardée à travers cette forêt de roseaux, également mise en valeur par les lotus. C'est une façon idyllique de terminer notre aventure dans Xiong'an avant qu'elle ne vole la vedette à Shenzhen et Pudong à Shanghai. Xiongxian, Rongcheng et Anqin, ce sont les trois districts qui à eux trois forment la nouvelle zone de Xiong'an. C'est peut-être une nouvelle région, mais les vieilles traditions sont toujours bien vivantes. L'histoire et la culture ici sont protégées et célébrées alors que la région décolle. Et il y a bien sûr le lac Baiyang. Personnellement, j'ai vraiment envie de revenir ici dans 10 ans, voire 20 ans, pour voir à quel point cet endroit aura changé. Je suis Joey. Merci d'avoir regardé Carnet de route avec nous.